Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rédaction de l'ADN pour notre émission Tendance. Aujourd'hui, il sera question de mode. 2021, c'est l'année de toutes nos contradictions. On le voit, on rêve à la fois de plus de nature, de plus d'écologie, de consommer moins et mieux, et à la fois on voit exploser nos usages Internet avec une surconsommation en e-commerce. Ce qui est vrai sur les marchés en général, l'est aussi sur le marché de la mode. Et si on voit des marques historiques, des marques nouvelles se créer avec des nouveaux paradigmes et qui tentent vraiment de réaliser la transition écologique, on voit aussi l'explosion de marques nouvelles qui appliquent toutes les méthodes de la fast fashion en pire. Donc on voit bien que cette espèce de tension très forte entre l'envie d'une transition écologique, les premières mesures que l'on prend, et puis ce que l'on fait aussi, et qui reste basé non seulement sur nos réflexes anciens, mais sur les pires de nos réflexes anciens. Donc c'est de cette tension-là dont on va parler, parce que ce qui est vrai sur le marché de la mode l'est aussi sur tous les autres marchés. Pour en parler avec nous, je suis très heureuse d'être accompagnée et secondée très, très avantageusement par Mélanie Rosen, rédactrice en chef du web, et qui nous parlera de la mode et notamment d'un documentaire qui nous a bouleversés sur Arte. Margot qui reviendra, Margot Dussert qui s'occupe de la rubrique Créa, et tu écris très régulièrement sur le monde de la mode, de la créativité, de cette tension à l'œuvre. Donc on reviendra sur ça avec toi. Marine Proté, toi tu t'occupes davantage de la partie technologie, et on verra que la technologie peut apporter effectivement un certain nombre de solutions. Vous connaissez le principe, vous avez le chat. Sur le chat, vous pouvez interagir avec nous et puis entre vous. On vous partagera là les liens qui renvoient sur les articles qu'on a produits chez nous ou qui peuvent aussi vous renvoyer sur d'autres sources que nous avons utilisées et qui nous semblent être référentes sur la question. Et puis, deuxième colonne, vous avez une colonne questions sur laquelle, à la fin de l'émission, on prendra vos questions à partir de 12h20 pour tenter d'y répondre ou en tout cas tenter d'y travailler avec vous. Mélanie, c'est avec toi qu'on va commencer. Tu nous avais signalé un documentaire qui parle de la fast fashion, les dessous de la mode à bas prix. Le documentaire a été diffusé sur Arte et c'est vrai que toi, comme nous, à la rédaction, avons été assez bluffés par ce que l'on y découvre. Est-ce que tu peux nous raconter fast fashion, les dessous de la mode à bas prix en quelques mots? Ouais, alors je vais essayer de le faire en quelques mots. C'est vrai que c'est un documentaire qui est assez dense, qui est construit de manière assez classique, donc chronologique, ce qui fait qu'on arrive au début de la fast fashion avec notamment les modèles qu'on connaît bien, ceux de Zara, ceux d'H&M, ceux qui ont été beaucoup décriés de nombreuses fois par les médias. Tout ça pour découvrir qu'aujourd'hui, eh ben, c'est pire. Zara et H&M ont fait des petits et les nouvelles marques qui sont issues de ces modèles-là sont encore plus crado que celles qu'on connaissait déjà. Donc elles s'appellent Boohoo, elles s'appellent Pretty Little Thing, et c'est franchement n'importe quoi à tous les étages. C'est des marques qui sont hyper prisées par la génération Z. On les voit d'ailleurs partout sur les réseaux sociaux. Toutes les influenceuses en font la publicité vraiment tous les jours. Et on va vous juste passer un tout petit extrait vidéo pour vous montrer où ces marques qui coûtent rien du tout sont fabriquées. Les fenêtres sont obstruées. Le local, en plein hiver, n'est pas chauffé. Ça, c'est juste pour vous montrer les conditions de travail des couturières en fait, qui fabriquent ces vêtements. On pourrait penser que c'est très loin de chez nous. En fait, pas du tout. C'est en Angleterre. C'est des ateliers qui exploitent des hommes et des femmes qui sont payés vraiment un salaire de misère, qui travaillent d'ailleurs gratuitement pour une bonne partie d'entre elles, au moins pour une période qui est présentée comme étant de formation. On voit une journaliste dans le documentaire qui va en caméra cachée se faire embaucher dans un de ses ateliers. Elle explique qu'elle n'a aucune expérience, qu'elle n'y connaît rien du tout. Et le patron lui dit, pas de problème, viens, 2 semaines, tu vas bosser gratos pour qu'on te montre un peu comment ça marche. Elle, évidemment, elle fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà été mis devant une machine à coudre sans rien y comprendre, mais c'est en général pas très glorieux. C'est pas un problème, les jupes sont quand même vendues. Elles sont vendues à des prix en général entre 5 et 20 euros, donc ça coûte pas très cher. Du coup, les consommateurs sont pas très regardants de la qualité. Et en attendant, les marques en vendent des tonnes et des tonnes et font un chiffre d'affaires qui est complètement délirant.
Oui, c'est ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est l'explosion de ces marques qui ont les pratiques de la fast fashion empire, c'est-à-dire que les vêtements sont plutôt vendus à 5 euros, les gens sont plutôt payés 3 euros de l'heure. C'est fabriqué malgré tout, en l'occurrence en Angleterre, ça réduit le temps de production et le temps de distribution. Donc en fait, on vend de moins en moins cher, de plus en plus souvent des produits d'une qualité absolument déplorable. Donc on voit bien cet emballement de la machine de la fast fashion. Mais c'est aussi les mécaniques de vente qui ont changé. Tu parlais des influenceurs et des canaux de distribution. On voit à quel point tout ça est porté et supporté par des mécaniques de communication sur les réseaux sociaux. Ouais, complètement. C'est un modèle qui est vraiment soutenu par le numérique. On n'est pas loin des mécaniques qui rappellent un peu celles qui sont employées par les réseaux sociaux pour nous rendre accros à l'origine. Nous, on a beaucoup écrit sur ce sujet, la captologie, etc. On va vous partager un lien pour vous rappeler un peu les bases. Mais là, c'est exactement pareil. En gros, on a un renouvellement permanent des collections qui fait qu'on a peur de manquer, donc on se précipite pour acheter parce qu'on sait que 2 semaines plus tard, la petite robe ou le petit haut sera plus dispo. C'est effectivement, comme tu le disais, des prix qui sont ridicules. Ça coûte 5 euros, donc on a presque l'impression de faire des économies en fait quand on achète, alors que évidemment, c'est une dépense. Il y a tous les points de friction qui sont supprimés. On n'a plus du tout besoin de se rendre en magasin. On n'a qu'à aller sur le profil de ses influenceuses préférées sur Instagram. On regarde leur story. Hop, il y a un petit swipe up et le vêtement est dans notre placard quelques jours après. On peut même l'acheter en plusieurs tailles parce que le retour, enfin la livraison et le retour évidemment sont offerts, ce qui crée d'autres problèmes de pollution avec les livraisons dans tous les sens. Ça va tellement loin dans ces pratiques que certaines marques frôlent l'illégalité. Boo, en l'occurrence, en Californie, est accusé de faire des promotions permanentes sur des produits qui, du coup, sont jamais vendus au prix réel. Donc, il y a écrit moins 70% sur un produit avec un faux compte à rebours qui fait croire que le produit va augmenter de sa valeur quelques jours plus tard. En fait, c'est pas le cas. Si la marque est effectivement condamnée, elle devrait verser une amende de 100 millions de dollars. Donc, on voit que ça commence quand même à un petit peu interpeller. Mais pour l'instant, les marques sont tellement assises et populaires que c'est pas vraiment ça qui leur fait peur. Ok, sur cette partie-là, on voit que tout marché de la mode, c'est pendant des décennies construit sur le modèle de la fast fashion. Donc, on a évidemment plein de choses à rectifier encore et qui fonctionnent encore aujourd'hui, à la fois sur le luxe comme sur les marques de grande consommation. Ouais, c'est vrai que c'est un marché qui a été complètement revu, celui de l'habillement. Pour situer un petit peu, dans les années 50, l'habillement, ça a constitué 1/3 du budget moyen des foyers. Aujourd'hui, c'est 5%, et pourtant, on achète beaucoup plus. Cette mécanique donne un constat assez logique, c'est qu'on produit beaucoup plus et beaucoup plus mal. Au total, aujourd'hui, c'est 56 millions de tonnes de vendus qui sont vendus chaque année. Ce que ça représente d'un point de vue écologique, c'est 20% des rejets d'eau usée, 10% des émissions de CO2, tout ça au niveau mondial. Ça, c'est le constat qu'on a aujourd'hui. Ça concerne toute la mode fast fashion, ultra fast fashion et luxe. Et les projections ne sont pas beaucoup plus réjouissantes. D'ici 2030, on devrait augmenter notre consommation de vêtements de 63% et passer à plus de 100 millions de tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, un t-shirt, c'est 150 grammes environ. Donc, de passer de 150 grammes à 100 millions de tonnes, on imagine bien le volume que ça représente, complètement délirant. Alors, on le voit, hein, l'industrie de la mode, deuxième industrie la plus polluante, ça n'est plus une surprise, Margot. Très clairement, l'industrie, dans son ensemble, a pris conscience depuis un certain nombre d'années de la situation. Comment est-ce qu'on en a pris conscience? Fais-nous un petit rappel historique. Il y a eu plusieurs points d'étape, effectivement, déjà, comme Mélanie l'a dit, pour le marché du luxe comme de la fast fashion, on a les mêmes causes donnent lieu aux mêmes effets. Donc, c'est vraiment le marché dans son ensemble qu'il faut prendre, et on le déplore déjà depuis longtemps. Du coup, cette fois, c'est sûr, on ne peut plus seulement blâmer les industries fossiles. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est une journaliste britannique qui s'appelle Tansy Hoskins, que l'on a pu interviewer pour une revue précédente. Tansy Hoskins, elle est journaliste et autrice d'un livre à charge sur le sujet qui s'appelle Stitch Up. C'est un bouquin qu'elle publie en 2014, donc déjà il y a presque 8 ans, où elle raconte avoir visité des ateliers textiles au Bangladesh et au Maroc, donc un peu plus loin cette fois. Et elle parle bien sûr du coût écologique du secteur, mais aussi des conditions de travail désastreuses des ouvrières. Donc ça, c'est 1 an après l'effondrement du Rana Plaza, parce qu'il faut le rappeler, c'est ce drame qui avait coûté la vie à plus de 1130 ouvriers et ouvrières bangladais dans une usine textile qui s'était littéralement effondrée sur eux. Ça, c'était en 2013 déjà.
Depuis 2013, les ONG multiplient les avertissements sur le sujet, jusqu'à 2015, où on a une autre alerte de taille aussi, qui est celle de la chasseuse de tendance Hedwige Edelkoort. Alors, Hedwige Edelkoort, c'est l'une des figures les plus référentes de l'industrie, à tel point qu'on la surnomme la pitié de la mode. En 2015, donc, elle publie un manifesto qui s'appelle Anti-Fashion, et elle y pointe du doigt un engrenage économique délétère. Elle va aussi publier une tribune dans Libération où elle se demande, et là je vais citer parce que cette citation est vraiment révélatrice du problème, je cite, « Comment un produit qui passe par tant de transformation, qui doit être semé, poussé, récolté, peigné, tourné, tricoté, coupé, cousu, terminé, labellisé, enveloppé, transporté, peut-il coûter à peine quelques euros ?» Le problème est plutôt bien résumé. Et d'après elle, c'est tout un système qui est à revoir. Pourquoi c'est un signal fort? Parce que Hedwige Edelkoort, c'est une femme qui a contribué à concevoir et à donner forme à des produits pour des marques internationales comme Gucci, L'Oréal, Lancôme, Dim ou encore Estée Lauder. Mmh. Voilà. Oui, donc on le voit bien, si on voit cette historique, ça commence avec le drame 2013 au Bangladesh, qui a été quand même une prise de conscience internationale et une mise en lumière en fait de la dérive de l'industrie. La prise de parole extrêmement courageuse en 2015 de Lidji, qui est effectivement un personnage extrêmement emblématique et qui à ce moment-là était quand même complètement seul. Donc on le voit, ça a mis plus de 5 ans à s'installer, donc c'est à la fois long et puis relativement court. Quelles sont aujourd'hui les prises de parole, les contraintes? Est-ce que au niveau des contraintes, notamment édictées par la loi, les choses ont déjà bougé? Alors, comme tu le dis, ouais, c'est long et fastidieux. En France, en tout cas, la législation est de plus en plus coercitive, disons, sur ces sujets. Déjà, on a la loi économie circulaire qui est passée en 2020 et qui doit interdire de détruire, de jeter ou de brûler les invendus, textiles notamment. C'est une loi qui sera applicable à partir de 2022 et qui fait suite à certains tollés de marques type Burberry et H&M qui avaient été accusés par le passé de brûler des tonnes de stocks invendus. Plus récemment, on a aussi eu le score carbone de la loi climat qui est comparable un petit peu au Nutri-Score que l'on voit déjà dans les rayons alimentaires. En mars de cette année, je crois, c'est le gouvernement français qui a proposé du coup ce CO2 score, qui est une méthode qui doit indiquer clairement l'impact climatique de chaque produit, et le secteur de l'habillement est évidemment le premier concerné par la mesure. À voir, cela dit, si ces mesures seront respectées, dans le sens où on a vu par le passé que ce n'était pas toujours le cas, voire pas du tout. On a l'exemple de la loi dite Rana Plaza, qui est passée en 2017 en France, et qui oblige normalement les sociétés de plus de 5000 salariés en France à publier un plan de vigilance sur les risques en matière d'environnement, de droits humains et aussi de corruption. Donc des risques qui pourraient résulter de leurs activités à elles, mais aussi de celles de leurs fournisseurs et sous-traitants. Donc cette loi, elle est passée vraiment sous le radar parce que l'année dernière, il y a des ONG qui ont donné l'alerte en disant qu'aucune liste officielle n'avait été dressée de la part des entreprises qui sont concernées et qui doivent se conformer à cette loi, quoi. Donc il y a une vigilance qui doit redoubler à ce niveau-là. Et qui n'empêche pas l'apparition dans l'industrie de nouveaux acteurs qui passent et outrepassent toutes ces questions. Les grandes marques s'y mettent. Déjà, du côté du luxe, on voit que les initiatives se multiplient avec des prises de parole, des engagements. Oui, il y a une vraie prise de conscience. Il y a des bons élèves et des moins bons. Du côté des Fashion Week, on a vu des pays comme la Suède et le Danemark se positionner vraiment avec force sur le sujet. Typiquement, en 2019, la Fashion Week de Stockholm avait été annulée parce que les objectifs écologiques n'étaient pas atteints. On a certains groupes qui s'y mettent aussi, comme les Galeries Lafayette, qui mettent en avant de plus en plus de créateurs et de marques qui ont un impact positif sur l'environnement. Autre signal fort, je crois, en tout cas pour moi, c'était celui de la marque Tommy Hilfiger, qui a annoncé en 2019 qu'elle voulait concevoir des collections uniquement en 3D à partir de 2022. C'est un signal fort parce que ça impliquerait de réduire des échantillons et des chutes de tissus inutiles et de faire aussi des économies de temps et de coûts. Donc c'est quand même aussi un gros signal, en sachant que la création 3D, la conception 3D est de plus en plus évoquée dans l'industrie textile. Et dernier signal que l'on peut évoquer, c'est celui de maisons de luxe type Gucci, Saint-Laurent et Valentino, qui commencent à se dire qu'arrêter les saisons et les tendances, c'est plutôt tendance, surtout depuis la pandémie. On a vu certaines marques annoncer qu'elles reverraient le programme et la saisonnalité de leur collection pour vendre moins et mieux. Ça ne veut pas dire que les Fashion Week vont disparaître du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'à l'avenir, on pourrait arrêter la surenchère de tendance et de surconsommation portée justement par les calendriers tradis de la Fashion Week. Et puis, il y a les marques de grande consommation qui font évidemment le gros de la production faite sur ce marché. On voit là aussi un certain nombre d'initiatives qui sont portées par ces marques.
Attention là aussi, parce qu'on a encore beaucoup d'opacité et de contradictions dans les prises de parole des marques, forcément. Chez Zara, typiquement, on promet des collections durables, entre gros guillemets, d'ici 2025, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de revenir à une forme de bon sens. Et typiquement, les grands groupes de fast fashion veulent être plus durables, mais continuent de multiplier les collections capsules, les collaborations pour vendre plus et de plus en plus vite, comme l'a dit Mélanie. Et la pandémie n'a rien aidé à la chose, le secteur est déjà sinistré. Et la pandémie a vraiment accéléré cette dynamique-là. Et le renouvellement des collections se fait de plus en plus vite, quoi. Donc la cadence n'a vraiment pas diminué. En revanche, il y a des initiatives de part et d'autre. On a Nike, par exemple, qui a annoncé ouvrir son service de vente de seconde main en France pour limiter ses déchets. C'est un service qui est déjà présent dans certaines boutiques Nike aux États-Unis. On a aussi les grandes surfaces aussi, curieusement, du côté des distributeurs, du coup, qui s'y mettent. Auchan, par exemple, qui s'est lancé dans les corners de vêtements de seconde main. Et puis, bien sûr, on a les pionniers de la mode durable, type Patagonia et The North Face, qui sont déjà engagés depuis un certain nombre d'années sur le sujet, notamment sur le sujet de l'économie circulaire dans le design. Donc, les acteurs traditionnels s'y mettent. Et puis, évidemment, il y a le foisonnement et l'explosion de marques qui se construisent vraiment sur cette idée de la transition écologique. Mélanie, tu en as rencontré et tu en rencontres très régulièrement. Et c'est intéressant de voir cet écosystème se créer et cet écosystème qui recrée lui-même un écosystème plus durable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les acteurs qu'on a pu rencontrer? Oui, bien sûr. Alors, je vais citer 3 marques en sachant qu'il y en a évidemment beaucoup plus, hein, mais pour souligner 3 points qui sont un peu bloquants aujourd'hui dans l'industrie textile et donc des marques essaient de remédier à ces sujets-là. La première, c'est Minimi Paris. Donc, Minimi, c'est une petite marque qui a été créée par une styliste qui s'appelle Marie Marquet, qui, elle, a fait ses armes chez Chanel. Il y a plein de choses qui l'ont un peu dégoûtée du modèle traditionnel de la mode, entre autres le renouvellement permanent des collections, donc le fait qu'il y ait beaucoup d'invendus, que ça fasse de la pollution textile à n'en plus pouvoir. Donc elle s'est dit, OK, il y a largement assez de vêtements aujourd'hui, c'est un peu bête d'en produire de nouveau. Pour autant, sa formation, c'est d'être styliste, donc elle a cherché à voir comment est-ce qu'elle pouvait réinventer son métier à elle, en fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère des chutes de tissus des grandes marques de luxe. Elle va chiner des vêtements un peu partout, toujours des vêtements qui sont de très bonne qualité, ça, elle y tient beaucoup. Et en fait, elle recrée des vêtements à partir de ces vêtements-là. Donc, tout est proposé en upcycling. C'est des vêtements qu'elle crée en général avec sa communauté. C'est des gens très, très jeunes qui la suivent sur TikTok beaucoup, mais aussi sur Instagram. Donc, en gros, on passe commande chez Minimi, on dit voilà, je voudrais une veste en jean ou un chapeau, ou peu importe. J'adore ce thème-là, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et donc, en fait, elle montre vraiment les coulisses de la production du vêtement. Donc, on la voit chiner les tissus, on la voit ensuite les assembler, on la voit vraiment dans tout le processus de création. Ce qu'elle explique, c'est que c'est un vrai moyen aussi d'éducation, en fait, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière un vêtement. Tout de suite, on comprend qu'effectivement, ça ne peut pas coûter 5 € comme le disait Margot. C'est pas possible. Il y a trop de processus qui sont intégrés pour proposer quelque chose à bas prix. Donc là, ça marche bien. Elle a pu agrandir son équipe. Elle a plusieurs personnes qui travaillent avec elle. Et le confinement, pour le coup, l'a beaucoup aidé parce que tout se faisait sur les réseaux sociaux déjà. Donc, c'est un support qui n'a pas été impacté. Une autre logique, c'est celle de la collection un peu limitée, de faire des vêtements en très petite quantité. Je vais parler d'une marque française qui s'appelle Hero, qui, elle, propose des vêtements 100% recyclés et qui se lance en général grâce au crowdfunding. Donc, elle a déjà lancé un produit, des sweatshirts 100% recyclés il y a 2 ans, ça avait très bien marché. Là, c'est une nouvelle collection. Pareil, donc lancement sur Ulule avec un objectif de vente de 100 pièces. Donc, on voit que c'est des petites quantités. L'objectif a été atteint dans la première heure de lancement de la campagne. L'idée, c'est d'arrêter donc ce surplus de production pour faire des choses qui sont certes moins standardisées, moins en grande quantité, mais qui, du coup, sont plus responsables. Et enfin, une marque moins confidentielle, c'est Balzac Paris, qui a intégré, elle, des logiques écologiques à son mode de fonctionnement pour en fait réinventer la façon dont on produit les vêtements. Traditionnellement, ce qui se passe, c'est que les stylistes dessinent des vêtements et ensuite, les chefs de produits se débrouillent pour trouver les matières qui permettent d'avoir le bon tombé, le bon drapé, le bon touché, etc.
Sauf que ça donne lieu à certaines dérives, notamment l'emploi de viscose, qui est un tissu qui est hyper agréable au toucher, qui tombe très bien, etc. et qui en plus est régulièrement présenté comme écolo. C'est pas du tout le cas. Donc pour remédier à l'emploi de ces matières qui sont pas responsables, ce qui se passe, c'est que la créatrice met des matières à l'honneur qui sont plus écologiques, comme le lin, le coton bio, des fibres Tencel par exemple, et les stylistes doivent composer avec ces contraintes-là pour créer des vêtements qui sont plus responsables. Oui, c'est là où on voit effectivement tout l'écosystème se mettre en place pour faire réhabiliter le temps long, re-raconter qu'est-ce que c'est qu'un vêtement et lui donner une autre perspective que la perspective qu'on évoquait au début de cette surconsommation, surprésentation, sursollicitation. Et puis ces capsules courtes qui sont vendues en pré-vente, donc là aussi un autre moyen de mettre en scène le produit. Et toute la logique de production inversée avec ces designers qui se conforment aux contraintes et non pas qui les créent, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises en place en termes de production sur ces marques, mais on donnait là quelques exemples. Margot, tu parlais aussi de ces initiatives qui parlent de nouveaux tissus. Marine, tu regardes du côté de la technologie. Les solutions qu'on commence à inventer. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples là aussi, tout à fait partiels? Oui, alors il y a pas mal de choses effectivement, de projets innovants autour de ce qu'on pourrait appeler les biomatériaux en fait, donc des tissus réalisés à partir de matériaux vivants. Donc il y a un matériau qui est assez tendance en ce moment, c'est les algues. Donc, il y a plusieurs projets de recherche autour des cellules d'algues, notamment celui d'une designeuse irano-canadienne qui s'appelle Roya Hariri. Donc, elle a développé un tissu en partenariat avec une université britannique. Et en fait, il est confectionné à partir de cellules vivantes, donc des cellules d'algues. Et donc, il est aussi doté d'un pouvoir de photosynthèse, c'est-à-dire qu'il peut absorber du CO2. Mais pour activer ce pouvoir particulier, il faut en prendre soin. Et donc, il faut le mettre au soleil un certain nombre d'heures dans la journée. Il faut le vaporiser de temps en temps. Et donc, pour cette designeuse, c'est un moyen, en fait, de considérer nos vêtements d'une autre manière, en fait, comme des êtres quasiment dépendants. Et donc, de construire avec eux une relation plus intime en prenant soin d'eux. Et donc, d'éviter d'avoir ce cycle où on va acheter, jeter, acheter. Il y a, dans la même veine, il y a le studio Post Carbon Lab dont Margot avait fait une interview il n'y a pas très longtemps, qui développe eux aussi des tissus capables de photosynthèse. Donc, ils ont aussi le même discours. Ils imaginent qu'on prendra soin de nos vêtements comme on prend soin de nos plantes. Autre initiative intéressante, c'est la start-up Pili qui développe des colorants et pigments à partir de fermentation microbienne. Donc, ils font produire des molécules colorées à des bactéries. Et là, l'idée, c'est d'utiliser beaucoup moins d'eau que la fabrication de colorants par l'industrie pétrochimique et du coup d'utiliser ni pétrole ni produits chimiques. Donc, c'est une start-up qui est en phase d'industrialisation. Et ensuite, troisième voie possible, c'est le champignon, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, Alice avait écrit un article sur cette tendance du champignon, et c'est notamment utilisé dans l'industrie de la mode parce qu'il y a l'espoir de créer en fait un cuir à base de mycélium. Donc, c'est une partie du champignon, et qui serait une bonne alternative au cuir classique, puisque le cuir animal pose deux problématiques, c'est l'élevage intensif et les émissions de produits chimiques nécessaires au tannage, ce qui n'est pas le cas du champignon. Donc, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Bolt Thread qui développe un cuir appelé Nilo, et qui a notamment été utilisé par Adidas, qui a annoncé une Stan Smith, donc une de ses baskets iconiques à base de ce cuir. Et il y a eu aussi d'autres marques comme Stella McCartney ou Lululemon qui ont appuyé cette entreprise et qui ont fait appel à elle. Voilà. Après, alors Margot, toi tu vas encore plus loin avec une tendance dont tu as fait un article qui s'appelle la mode régénérative. Donc là, la mode qui irait encore un pas plus loin, en ayant carrément non plus un bilan négatif, mais carrément qui recrée des bilans positifs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
ce dont il est question. Ouais, c'est un article du coup effectivement qui a été publié hier. L'agriculture régénérative, du coup la mode régénérative, c'est un peu le nouveau buzzword de l'industrie. On passe de mode durable à mode régénérative. C'est une tendance qui s'enracine dans l'agriculture régénérative, du coup, ce qui est une pratique agricole qui est née dans les années 80 et qui intéresse de plus en plus du secteur, notamment la mode, parce que, à la différence de l'agriculture industrielle, elle donne vraiment la priorité au sol, à la biodiversité et à la restauration, disons, holistique des écosystèmes. Et du coup, avec l'industrie textile, espère prendre le problème à la racine, sans mauvais jeu de mots, et s'attaquer à l'agriculture intensive qui est au tout début de la chaîne de production des vêtements. Sur cette tendance-là, on a eu par exemple un signal fort en début d'année, à savoir Kering, donc la maison mère de Gucci, Saint Laurent et Balenciaga, qui a lancé le Fonds régénératif pour la nature et qui vise avec ça de convertir 1 million d'hectares, je crois, de fermes et de pâturages en espaces d'agriculture régénératrice dans les 5 prochaines années. Voilà un peu pour cette tendance. Ok, donc on le voit, une année 2021 qui a conscience des problèmes et de l'urgence climatique, et à la fois une cartographie qui reste complexe, avec des acteurs qui vont toujours plus loin dans la fast fashion, d'autres qui proposent des alternatives qui sont évidemment naissantes. Voilà. Ça nous semblait intéressant de revenir sur cette année pleine d'ambivalence. On va prendre quelques questions. Alors, Eric, qui demande, d'un côté, nous avons de plus en plus d'industrialisation et donc d'uniformisation et un besoin d'identité et donc de se distinguer. La seconde main et Minimi ne vont-ils pas vers la personnalisation des produits ? Alors, ça fait partie des tensions dont on pourrait parler longtemps et souvent, parce que c'est effectivement aussi une tension avec l'envie de fast et l'envie d'être très personnalisé. Est-ce que quelqu'un veut se risquer à une réponse là-dessus ? En ce qui concerne Minimi, c'est vrai que c'est tout la proposition de sa valeur, en fait. C'est de dire, vous allez avoir des vêtements qui sont complètement uniques, parce que non seulement elle est capable de transformer une veste, par exemple, en sac à main, puis après de peindre dessus pour proposer un thème, je dis n'importe quoi, mais disons Harry Potter, par exemple. Donc, c'est des créations qui sont uniques, c'est des pièces qui sont vendues à l'unité à chaque fois. Et apparemment, ce qu'elle me disait, c'est que c'est vraiment ce qui plaît à ses clients et ses clientes qui sont hyper jeunes. Hein. C'est des petits qui ont parfois 13 ans, quoi, et qui cherchent vraiment, qui ont déjà vraiment ce sens de ok, il faut que je me démarque, que je sois un peu différent, que je n'ai pas les mêmes choses que tout le monde. Donc, c'est effectivement, je pense, une des appétences, en tout cas, qui va naître chez les plus jeunes. Après, comme le répétait Béatrice, c'est aussi des générations qui sont pleines de contradictions, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont commander chez Boohoo tous les mois et après faire la marche pour le climat, enfin faire grève au lycée et aller marcher pour le climat. Donc, je pense que c'est un peu composite, c'est-à-dire qu'on peut vouloir dépenser 5 € pour une jupe Boohoo, acheter un peu plus cher un t-shirt personnalisé Minimi et pas forcément avoir en tête tous les enjeux qui sont impliqués derrière. Oui, puis il y a cette tendance aussi qu'on trouve intéressante, c'est les marques qui font dans les basiques, les pièces dont on dit qu'elles sont faites pour durer, qui n'ont pas forcément une originalité folle, mais qui ont le mérite de cocher tous les critères de la transition écologique. En fait, c'est un marché où il y a une complexité folle et c'est vrai que de l'observer nous permet aussi de mesurer l'ampleur de nos chantiers. Tout ça aussi, je pense, à mettre en parallèle avec le marché de la seconde main qui explose aussi et qui permet aussi de choper des petites pièces qui sont plus originales et qu'on ne trouverait pas forcément dans les grandes chaînes. Donc, c'est aussi toujours à mettre. C'est aussi très composite, comme l'a dit Mélanie. Oui, et quand on regarde les chiffres de ce qui est vendu sur les Vinted, Boncoin et compagnie, c'est beaucoup de la fast fashion. Sylvie, comment vous percevez l'état d'esprit des dirigeants de mode, en l'occurrence, ceux qui prennent ou non la décision d'évoluer vers un modèle responsable? Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs choses qu'on peut raconter. La première, je ne sais pas si vous vous rappelez du Fashion Pact qui avait été proposé il y a un peu plus d'1 an, qui réunissait donc plein d'acteurs de la mode, fast et luxe, qui était censé proposer une mode plus responsable. Ça, comme le disait Margot, en fait, c'est pas contraignant, c'est des mesures qui sont
facultatives, entre guillemets, donc c'est des jolies annonces, mais qui ne sont pas très concrètes. On parlait des collections durables de Zara, par exemple. Les 2 journalistes qui ont fait le documentaire dont on parlait au début de l'émission sur Arte sont allés voir ce qu'il y avait derrière un vêtement durable Zara, parce qu'il y a déjà cette collection-là, et c'est catastrophique. Hein. C'est vraiment, il y a des usines qui ont dû faire faillite à cause de la ligne éthique de Zara, parce que Zara ne payait pas plus les ouvriers et les ouvrières, notamment dans une usine en Turquie, alors que Zara se rémunérait plus dessus, donc c'était vraiment une équation complètement bizarre et impossible à résoudre. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage à cause de ça, des usines en faillite, comme je le disais. L'autre aspect, c'est qu'en fait, ces démarches un peu positives des marques se développent dans un écosystème un peu clos. Par exemple, H&M propose cette idée d'upcycling, de dire ramenez vos vêtements utilisés, nous on va les revaloriser. Sauf qu'en fait, c'est récompensé en bon d'achat auprès des clients. Donc ça veut dire qu'on est quand même enfermé dans l'écosystème d'H&M. Et enfin, dernier point, c'est parfois des marques qui pèsent tellement lourd et qui ont un tel chiffre d'affaires qu'elles se fichent un peu des risques qui pèsent, notamment d'un point de vue légal, à cause des mauvaises pratiques qu'elles utilisent. Dans le documentaire, à un moment donné, les journalistes vont à une soirée de lancement d'une collection Pretty Little Thing, posent la question au patron qui est présent en disant « Mais comment est-ce que vous faites pour vendre cette jupe à 5 €? Le mec refuse de leur répondre. Les journalistes se font virer manu militari par la sécurité. Et en fait, ce que m'expliquaient les journalistes, c'est que en Angleterre notamment, donc là où sont produits ces vêtements-là, il n'y a pas d'inspection du travail comme en France. C'est des commissions qui ont lieu tous les ans, mais en fait, les sanctions sont assez pauvres, ce qui fait... Et en plus, les ateliers sont très nombreux, ces ateliers vétustes qu'on a montrés en vidéo, ce qui fait que Boo peut annoncer « Ok, on arrête de travailler avec cet atelier-là qui a été pointé du doigt », sauf qu'en fait, il y en a 300 autres qui sont prêts à accepter les commandes. Donc, en fait, c'est facile d'annoncer des mesures et d'en fait, en faire que de la communication plutôt que des actions. Ok, il est 12h31, il est l'heure de nous séparer. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons de retail avec Sandrine Cochard et Carolina Thomas. Même heure, même jour, 12h, de 12h à 12h30. Je vous rappelle la sortie depuis 15 jours, 10 jours maintenant, de la nouvelle revue de l'ADN qui parle de la génération conso trading. Je vous mets le lien, Nicolas vous met le lien pour éventuellement vous en procurer votre numéro. Merci à toutes, merci à tous et bonne fin de journée.